Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. Journée historique au Soudan, au pouvoir depuis près de 30 ans. Le président Omar el-Béchir a été destitué par l'armée après des mois de manifestations. L'ex-président soudanais est poursuivi par la CPI pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Son portrait dans ce journal. Et nous irons au Sénégal à la rencontre de grand-mères épatantes. Elles ont adopté le sport dans le but de préserver leur santé. Au Soudan, après plus de 3 mois de contestation, le président Omar el-Béchir a été contraint de quitter le pouvoir. Le ministre de la Défense a annoncé sa destitution à la télévision publique. Il a déclaré l'état d'urgence pendant 3 mois et un couvre-feu d'1 mois. Le ministre de la Défense a ajouté que pendant les 30 ans de règne de Béchir, le pays avait été mal géré et s'est excusé pour les pertes en vies humaines enregistrées lors des manifestations. Il y aura donc une période de transition de 2 ans avant la tenue d'élections en vertu d'une nouvelle constitution. Des milliers de manifestants ont laissé éclater leur joie dans les rues de la capitale Khartoum, mais ont déjà exprimé leur crainte de voir l'un de ses proches lui succéder. Les services de renseignement ont également procédé à la libération de tous les détenus politiques du pays. Revenons sur la chute de Omar el-Béchir avec Pierre-Antoine Denis. C'était une matinée tendue. Tout d'abord, les militaires ont pris le contrôle des ondes de la radio et de la télévision d'État pour avertir cette nation de 41 millions de personnes qu'une déclaration importante allait être diffusée. Et tout de suite après, une musique patriotique. Des milliers d'habitants de Khartoum ont chanté « Le régime est tombé » alors qu'ils inondaient la zone autour du quartier général de l'armée. Après 6 jours consécutifs de protestation, ils ont promis de ne partir que si le président démissionnait. À quelques minutes de l'annonce, leur détermination était au maximum. La manifestation restera en place jusqu'à ce que le peuple soudanais ait l'assurance que sa révolution ne lui sera pas volée. Voir Béchir se retirer nous suffit. Oh nos jeunes, c'est une si grande joie. Cette révolution appartient à la jeunesse. Notre jeunesse est vigilante et le monde entier peut être fier de notre pays. L'armée soudanaise contrôle désormais les rues et les ponts de Khartoum. Mais les manifestants peuvent toujours se déplacer. Cette annonce a fait exploser de joie le pays tout entier. 30 ans après le coup d'État qui l'a amené au pouvoir, el-Béchir s'en va par la force du peuple. La destitution par l'armée d'Omar el-Béchir soulève une nouvelle fois la question de son éventuel transfert vers la Cour pénale internationale. Je vous rappelle que la CPI a émis il y a 10 ans 2 mandats d'arrêt à son encontre en lien avec le conflit sanglant au Darfour. Regardez le portrait d'Omar el-Béchir signé Lamine Noureddine Konkoubo. Omar el-Béchir, une figure qui a dominé la politique soudanaise depuis les 3 dernières décennies, une figure controversée chez lui et provocatrice à l'étranger. L'ancien parachutiste est venu au pouvoir par un coup d'État en 1989. Son pays connaîtra la guerre pendant une grande partie de son règne, avec notamment la longue guerre civile entre le nord musulman dont il est originaire et les rebelles dans le sud, principalement chrétiens et animistes. L'autre guerre, c'est celle qui a déchiré le Darfour. Là-bas, des groupes ethniques non arabes se plaindront d'être marginalisés. Cette guerre coûte la vie à des centaines de milliers de personnes et el-Béchir est recherché par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Béchir se défend en contestant la légitimité de la CPI. Ce tribunal est politisé, avez-vous vu? Cette masse qui est venue m'accueillir à mon arrivée dans le Darfour, ce sont les mêmes personnes contre lesquelles j'aurais commis, selon leurs accusations, un génocide et nettoyage ethnique. C'est pour cela que je défie le tribunal et continue de voyager librement à travers le monde. La guerre entre le Nord et le Sud prend fin en 2005 suite à un accord de paix. Le Sud fait sécession et proclame son indépendance 6 ans plus tard.
Khartoum paie cher cette sécession puisqu'il perd la plupart de ses champs pétroliers. Il conserve néanmoins le contrôle des raffineries du Nord, mais l'économie du pays en prend un coup dur. La hausse des prix du pain et du carburant et les pénuries de devises qui vont s'en suivre poussent la population dans la rue. Initialement, les manifestations sont étouffées, souvent brutalement, par les forces de Béchir. En décembre dernier, elles prennent de l'ampleur quand les associations professionnelles se mobilisent et se joignent au mouvement. Au bout du compte, Béchir, cette figure dominante de la politique soudanaise tombe, mais son système reste enraciné, ce qui fait penser aux manifestants que la révolution est peut-être encore inachevée. Et compte tenu de ces événements, la communauté internationale a réagi dans la journée. Les États-Unis ainsi que 5 pays européens ont demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. La réunion aura lieu demain afin d'évoquer la question soudanaise et notamment le couvre-feu nocturne des mois imposé par l'armée. En RDC, les proches de l'ex-président Joseph Kabila ont renforcé hier leur contrôle des pouvoirs. Le Front commun pour le Congo a remporté 22 postes de gouverneur sur 26. Le parti de l'actuel président du pays, Félix Tshisekedi, remporte un seul gouvernorat, celui de la province du Kasaï oriental. Des résultats qui n'ont rien de surprenant, car la coalition pro-Kabila est largement majoritaire dans les assemblées provinciales qui élisent les gouverneurs. Nous sommes révoltés du fait qu'il y a des députés qui se donnent le droit de contrôler le vote de leurs collègues. Il y en a que nous connaissons valides qui aujourd'hui sont devenus par la force des choses invalides. Ils se font assister par le devoir de rendre compte de leur vote. Et ça nous révolte. Nous venons de perdre. J'aurais voulu que mon candidat gagne. Malheureusement, nous étions moins nombreux que les autres. La majorité a parlé. Et c'est finalement M. Jantini Ngobila qui est élu gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est ça aussi la démocratie. C'est le moment de parcourir ensemble le reste de l'actualité en bref et en images. Le gouvernement gabonais suspend les cours jusqu'à nouvel ordre dans toutes les écoles du pays à la suite de manifestations d'étudiants. En cause, les nouvelles règles gouvernementales qui compliquent l'accès aux bourses universitaires. Le Premier ministre Julien Kogé Bekale a défendu la mesure en déclarant que le Gabon est confronté à des difficultés économiques. Le fondateur de Wikileaks reconnu coupable d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire. Julian Assange a été arrêté alors qu'il se trouvait dans l'ambassade d'Équateur à Londres où il était réfugié depuis juin 2012, mais l'asile lui a été retiré. Washington veut son extradition. Son avocate a déclaré que son client va contester et combattre cette demande. Ouverture des bureaux de vote en Inde dans le cadre de la plus grande élection du monde, du jamais vu dans l'histoire de la démocratie à l'échelle mondiale. Près de 900 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. L'élection s'étale sur 6 semaines. La phase finale doit avoir lieu le 19 mai. Le résultat devrait être annoncé 4 jours plus tard. Pas de Brexit dur ce vendredi. Le Royaume-Uni et les 27 se sont mis d'accord ce matin sur une extension flexible jusqu'au 31 octobre. La flexibilité de cette date signifie que le Royaume-Uni pourra quitter l'Union dès que le divorce sera ratifié. Du côté de l'UE, le message est clair, ne gâchez pas ce report. Pour améliorer leur état de santé, des femmes d'une banlieue de Dakar sortent tous les matins de chez elles pour aller faire des exercices physiques sur la plage. Nous sommes bien entendu au Sénégal. La plupart d'entre elles souffraient d'hypertension, de diabète, d'arthrose et autres maladies. Aujourd'hui, elles ne se plaignent plus de certains maux et désirent continuer à faire des exercices physiques. Un reportage d'Alassane Dia. Regardez bien ce que je fais. Je veux que vous redoubliez d'efforts. Je m'appelle Mohamed Thiam. Ce qui me fascine, c'est que même si ces femmes sont vieilles, elles ont beaucoup de volonté de faire du sport. Je suis couturier, mais je passe un peu de temps avec elles pour les soutenir. Avec ce groupe, nous avons commencé ces formations il y a 3 mois. Nous sommes maintenant capables de faire des mouvements que nous ne pouvions pas faire. Je prenais régulièrement des médicaments. Maintenant, je peux rester une dizaine de jours sans les prendre et sans ressentir la moindre douleur.
J'ai des problèmes de nerfs sciatiques. Je faisais des massages. Depuis que je suis venue, vraiment, je me sens encore beaucoup mieux. Vraiment, puisqu'il y a de grands-mères ici, on est vieilles, nous sommes tous malades. Il y a la tension, il y a le diabète, il y a les problèmes d'arthrose, nerfs sciatiques. Mais vraiment, on se sent beaucoup mieux. Puisqu'entre femmes, on parle, tout le monde se sent bien. Je suis née en 1955. Mais je suis capable de faire tout ce que les jeunes font. Je le fais encore mieux. Avant, je ne pouvais pas le faire. J'utilisais cette canne pour marcher. Maintenant, je ne l'utilise que pour le sport. Je marche correctement. La page des sports et on retrouve Emmanuel Coste. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Demain soir au Caire, les groupes de la prochaine CAN seront tirés au sort. Mais Emmanuel, on connaît déjà la composition des chapeaux. Oui, tout à fait. Alors, il faut expliquer que cette composition des chapeaux, elle s'est faite en fonction du dernier classement mondial FIFA. Alors, dans le chapeau numéro 1, on a les têtes de série. C'est-à-dire que ces équipes, les meilleures classées, ne se rencontreront pas au premier tour. Elles s'éviteront, si vous voulez. Alors, qui retrouve-t-on dans ce chapeau numéro 1 ? Eh bien, il y a l'Égypte, pays hôte, 7 fois sacré à la CAN. Il y a le Cameroun, tenant du trophée. Et puis, il y a 4 mondialistes, Maroc, Nigeria, Sénégal et Tunisie. En revanche, ces têtes de série rencontreront forcément des équipes des autres chapeaux. Et notamment celles qui se trouvent dans le chapeau numéro 2, des équipes qui font figure un petit peu d'épouvantail parce qu'on y retrouve la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, l'Algérie, le Mali et la RDC, sans oublier l'Afrique du Sud qui, elle, n'est que dans le chapeau numéro 3. Mais ce n'est pas un cadeau de jouer contre les Bafana, également versés dans le chapeau numéro 3, 2 néophytes, Madagascar et la Mauritanie, alors que le 3e néophyte, le Burundi, est lui dans le chapeau numéro 4. Et demain soir au Caire, eh bien, c'est de ces chapeaux que seront extraites les équipes pour composer les 6 groupes de la CAN. On passe à l'Europa League avec les quarts de finale aller. Ce soir, les 4 matchs commencent à 19h GMT. D'abord Arsenal-Naples, c'est le match phare. Le 5e de la Première Ligue face au second de la Serie A. Naples, très loin derrière la Juventus de Turin. Pierre-Emerick Aubameyang devrait jouer un rôle ce soir dans ce match, lui qui a raté les 2 derniers matchs des artilleurs pour raison de maladie. Chelsea, de son côté, se déplace en République tchèque pour aller défier le Slavia de Prague, qui a quand même passé 6 buts lors des 8e de finale au FC Séville. Donc méfiance du côté de Chelsea, Nicolas. Après le football, on passe au basket et en NBA, c'est finalement Détroit qui a décroché le dernier ticket pour les playoffs. Oui, tout à fait. On est allé jusqu'au bout du suspense. Détroit qui est allé battre les Knicks de New York dans leur salle, au Madison Square Garden, 115-89. Du coup, eh bien, Détroit, le 8e de la conférence Est, aura le droit, si c'est un droit, et le redoutable honneur en tout cas, de rencontrer le leader de la conférence Est, Milwaukee. Milwaukee, c'est la tête de série numéro 1, car cette équipe a tout simplement les meilleures stats, les meilleures statistiques de la saison régulière. Et en tant que tête de série numéro 1, c'est un gros avantage. Pourquoi ? Eh bien parce que Milwaukee va disputer le premier tour des playoffs, donc à partir de lundi, les 2 premiers matchs de cette série prévus au meilleur des 7 rencontres dans leur salle. Donc c'est un gros avantage. Également dans sa salle, Milwaukee, pour une éventuelle 7e manche en cas d'égalité parfaite, puisque vous le savez, toutes les rencontres des playoffs se disputent au meilleur des 7 matchs. Premier tour, deuxième tour, demi-finale de conférence et finale. Mais on aura l'occasion, Nicolas, d'en reparler. Pour le moment, les playoffs commencent samedi, c'est tout proche. Merci Emmanuel, on vous retrouve demain. Passons à notre histoire de fin. C'est une prouesse de la médecine. Un bébé conçu avec l'ADN de 3 personnes différentes est né mardi en Grèce. Selon une technique controversée utilisée pour la première fois dans le cadre d'une infertilité, cette méthode avait déjà été utilisée en 2016 au Mexique pour éviter la transmission d'une maladie héréditaire maternelle. Continuez à vous informer sur notre site internet, toute l'actu africaine, internationale et sportive, disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. Fin de ce journal, toute l'équipe de BBC Afrique se joint à moi pour vous remercier de votre fidélité. Bonne soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition de BBC Info.